Si je veux plus pour moi plus longtemps, je dois faire en sorte que personne n'essaie de me buter. Ni l'État, ni les humains. Mince, j'ai créé une entreprise à impact positif sans faire exprès. Et c'est facile de regarder la dernière entreprise de quelqu'un et de dire « Ah, ça allait trop vite pour lui ». Oui, la dernière. L'énergie du revanchard est très saine comme moteur. Faut pas la garder toute sa vie, sinon on se brûle de l'intérieur. Si vous voulez emmener vos équipes avec vous, il faut que votre vision soit tellement grande qu'ils puissent caler la leur à l'intérieur. La vision, c'est un truc qui se construit. C'est un objectif arbitraire que je décide pour justifier la poursuite de quelque chose. Si je me rends bien compte que c'est marrant d'avancer vers un truc, il va falloir que je donne une raison au reste des gens pour qu'ils se rendent compte que j'avance pas dans le vide parce que j'aime bien avancer. Ça va créer une marque employeur, ça va créer une désirabilité, etc. J'invente une vision. Et après, il y a aussi le biais d'analyse a posteriori. Une fois qu'on a construit un truc, moi aujourd'hui, je suis capable de reconnecter les points en disant « Tiens, ce que je fais aujourd'hui, ça répond quand même pile poil à la blessure d'enfance que je me suis inventée quand j'avais 5 ans, ça tombe quand même vachement bien. Est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que je l'ai construit? Est-ce que c'est logique? J'en sais rien, je m'en fous. Quand je suis né, on n'avait pas beaucoup d'argent. Mon père a énormément travaillé. J'ai très peu mon père, j'avais une relation dégueulasse avec lui, etc. Aujourd'hui, ça va bien mieux. Mais je me suis raconté une histoire que s'il travaillait moins, si on avait plus d'argent, j'aurais été un enfant plus heureux avec des parents plus présents. Je peux pas soigner les familles, le dev perso, le bonheur des gens, c'est pas mon job. Par contre, je peux apprendre aux parents à gagner plus d'argent en travaillant moins. Je sais pas si ça fera de meilleurs parents, mais ça fera d'eux des parents présents qui pourront se concentrer sur d'autres trucs. Ah, j'ai inventé une raison d'existence de mon entreprise. Mais j'ai pas besoin de ça pour avancer. Donc vraiment, je pense que le plus important, c'est de se rendre compte que la vision et la mission, c'est un truc qu'on donne après pour donner une raison de continuer. Mais c'est rarement pour ça qu'on démarre. On démarre pour des intérêts très égoïstes et c'est complètement ok. L'objectif n'a pas besoin d'être autre chose que je veux gagner de l'argent. D'une façon que je trouve alignée avec mes valeurs. Et ça dépend de chacun. Mais on n'a pas besoin de s'inventer une excuse pour ça. C'est ok de vouloir gagner de l'argent. Tout comme c'est ok de vouloir sauver des bébés phoques. Hein. J'ai pas besoin que les gens qui fassent de l'associatif m'inventent une raison à la con. Ils le font, c'est bien. Le monde en a besoin. Puis il y a des gens qui font du business et le monde en a besoin aussi. Je pense que le plus important, c'est d'arrêter de s'inventer des raisons factices pour justifier des trucs qui normalement n'ont pas besoin d'être justifiés en fait. Alors après c'est peut-être parce que j'ai pas tout à fait le contrat social normal et que le monde attend des justifications sur certains trucs et que moi je suis pas capable de les produire. Hein. Peut-être ça aussi. Hein. Si vous voulez me voir faire une crise de panique, vous me donnez un cadeau devant tout le monde. C'est-à-dire que mon cerveau sait ce que vous attendez comme réaction, mais il n'est pas capable de la produire. Et donc je bug. Vraiment, mon cerveau freeze. Donc il y a plein d'endroits où je suis pas capable de produire la réaction attendue. Et donc il y a plein d'endroits où je me suis débarrassé de la réaction attendue. En mode, non, pas envie de faire ça. Je pense que ce qui est important à intégrer, notamment quand on n'est pas à ce stade où moi je suis, c'est le choix. Parce qu'en fait, une mission, contrairement, alors pour moi, elle est hyper importante parce qu'elle a toujours été là et c'est mon moteur principal. Et elle est liée à toutes mes blessures d'enfance et blabla. Ça se joue aussi pour moi. Mais en fait, l'important, c'est d'avoir eu le choix. C'est-à-dire que je peux décider d'aller vivre à travers une mission qui est plus noble ou qui est plus idéaliste que autre chose que de gagner de l'argent purement pour être avec ma famille. Mais pour ça, il faut l'avoir vécu. C'est-à-dire que moi, avant de faire ce que j'ai fait, j'ai eu 3 différents boulots. Et avec les 3 différents boulots, j'ai été extrêmement successful. J'ai toujours suffisamment bien gagné ma vie pour avoir une vie plus ou moins confortable. C'est-à-dire, je sais le faire. Et je sais à tout moment le reproduire. C'est-à-dire, le choix que j'ai fait là d'aller dans quelque chose qui vise grand, qui vise même très grand et que c'est me connecter à quelque chose qui m'habite vraiment et en fait, de prendre aussi la conscience de ça. Et de l'autre côté, mais je peux faire ça parce que j'ai le choix. À tout moment, je peux retourner à autre chose et dire non, je vais me la jouer tranquille. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, on est vrai dans ses choix et on est vrai dans son engagement envers quelque chose parce qu'on sait qu'on pourra avoir quelque chose de plus facile, plus simple. Et c'est à ce moment-là, on choisit avec le cœur et je pense avec quelque chose et qui est beaucoup plus ancré. Ici, on a plutôt tous de l'ambition. C'est pas une obligation. Hein. Scaler, faire des millions, c'est pas une obligation. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de mal à dire moi je vais rester au stade que moi j'appelle lifestyle business, donc 20-30 cas par mois, parce que l'atteinte c'est pas toujours simple, hein, mais une fois qu'on y est, le stabiliser c'est quand même plutôt cool. Et en fait je veux pas aller au-delà parce que ce que ça demande, j'ai pas envie de le sacrifier. Ça m'emmerde. C'est ok, hein, ça va. On n'est pas obligés tous de construire Apple, hein, tranquille. Hein. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dissocier en fait plusieurs choses. La spiritualité, la mission, la vision, tout ça. L'idée en fait, ça tombe très bien que Nina ait fait ce témoignage parce que moi je vais vous parler en fait, Jérém est adepte de la spirale dynamique. Moi je suis plutôt adepte de l'alignement des niveaux logiques de Dilts. Donc je vous enverrai un PDF là-dessus que j'ai sous les yeux. En fait, le principe, c'est de savoir aujourd'hui, comme l'a dit Nina, vous avez le choix de décider qui vous voulez devenir à partir de qui vous avez été. Et l'idée, c'est que quand vous alignez vos niveaux logiques, ça commence d'abord par votre environnement. Et dans cet environnement, en fait, quelles sont les contraintes et les opportunités
que vous aviez avant, que vous devez délaisser et arrêter pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, ce que vous voulez. Et Jérémy l'a dit, vous prenez la forme que c'est vous qui décidez ça. Par contre, ces impératifs d'alignement sur l'environnement, et l'environnement c'est un lieu géographique, c'est des personnes, et c'est également aussi peut-être une énergie, c'est-à-dire une forme d'énergie dans laquelle vous voulez baigner. On dit souvent dans le dev perso, vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. En fait, l'idée ici c'est quoi? C'est que vous êtes entouré de qui? Et cet environnement c'est vous qui le créez. Mais par contre, ça vous demande de délaisser quelque chose d'ancien, une vieille coquille, que vous devez vraiment mettre de côté. Ensuite, on passe sur un autre niveau qui, lui, est le niveau des comportements. Quels sont les comportements desquels je dois me délaisser? Arrêtez de chouiner à chaque fois qu'il y a un truc qui marche pas. Ça ne peut plus fonctionner si vous voulez avoir cette grande ambition et aller dans des niveaux stratosphériques. Par contre, si vous voulez un business lifestyle, vous pouvez très bien faire ça, rester dans vos habitudes et c'est un choix. Personne ne vous blâmera pour ça. Par contre, vous devez faire le choix. Vous devez prendre une décision de ça, c'était l'ancienne version, ça me convient plus et donc qu'est-ce que je remplace, par quoi je le remplace. Et surtout, là, dans les comportements, on parle d'action et de réaction. Quelles sont les réactions que je dois arrêter d'avoir pour ce que je veux construire et quelles sont les réactions que je dois renforcer et me dire putain ça va être utile pour la suite. Et l'idée c'est que plus vous comprenez à quoi ça sert pour vous ce genre de comportement et plus l'avenir est construit de façon solide. Ensuite vous montez encore d'un niveau parce qu'il y en a encore 3, c'est le niveau des capacités. Quelles sont les capacités que vous avez délaissées par exemple. Et c'est pour ça que Jérémy aujourd'hui s'entoure d'experts, c'est qu'il y a plein de trucs, ça le saoule de le faire en fait. Donc il y a un moment il faut mettre aussi des noms sur les trucs qui vous emmerdent. C'est simple quand même. Il y a un truc, s'occuper, avoir un côté très customer care, c'est pas le truc de Jérém par exemple. Bah ouais, il prend des gens qui vont s'occuper de ça. Voilà. Et l'idée c'est quelles sont justement les capacités que j'ai envie de développer dans ce nouveau monde et l'ancien monde, qu'est-ce que je délaisse. Et là, on passe au niveau justement des croyances et des valeurs. C'est là où moi j'ai le plus de travail. C'est quelles sont les croyances aujourd'hui qui me limitent dans l'accès au niveau d'après, que je dois délaisser, et quelles sont justement les nouvelles capacités à développer. Est-ce que je dois développer tout mon aspect sales? Je dois être plus fort dans la vente? Je dois être plus fort peut-être dans le management de mon équipe, si j'ai une équipe? Qu'est-ce que je dois développer dans mes capacités? Et là, on est vraiment dans permission et motivation. En fait, les capacités, elles ne dépendent que des autorisations que vous vous accordez. J'aime bien l'exemple de Jérém sur son père. En fait, en lien avec ça et notre passé, il y a plein de trucs qu'on s'autorise à faire ici et maintenant et plein de trucs qu'on s'autorise plus à faire. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je délaisse du passé que aujourd'hui je dois m'autoriser à faire pour aller chercher plus. Et évidemment, si vous avez l'ambition de le faire. Si vous êtes dans un business lifestyle, c'est très bien comme ça. Vous restez dans l'ancien monde et tout est cool. Et le dernier niveau, puisque là, en fait, il y a valeurs et croyances, il faudra aligner vos valeurs à l'entreprise. Il y a un truc sur lequel on est souvent d'accord et on en parle souvent, c'est la valeur loyauté. On a une valeur loyauté, Jérém et moi, très forte, très élevée, comme toute l'équipe. Et l'idée, c'est qu'on se dit toujours tout. Même si ça fait mal, même si c'est dur parfois à entendre, on se le dit. Et c'est frontal. Il y a pas de, on prend pas de gants. Enfin, vous voyez le personnage de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, on peut pas faire autrement. Et l'idée, c'est que les valeurs que vous incarnez aujourd'hui, quelles sont celles que vous devez délaisser et quelles sont celles que vous voulez garder pour créer l'ADN de votre entreprise. C'est hyper important puisque les humains qui vont commencer à vous suivre, vos équipes, vos prospects et vos clients vont s'attacher et s'agglomérer à ça. Si vous ne les incarnez pas dans votre marketing, dans votre contenu, dans tout ce que vous faites, les gens n'auront pas de résonance avec vous. Quelles sont les valeurs, croyances que je délaisse ? Quelles sont les valeurs et croyances que je dois absolument pousser et montrer ? Et évidemment, le niveau de proximité que vous mettez là-dedans, c'est à vous de le définir. Il n'y a pas de standard là-dessus. Jérém, il fait des photos avec Marie, avec le bébé, sans les montrer, etc. C'est vous qui définissez le niveau de proximité que vous voulez mettre avec votre audience là-dessus. Et le dernier point, c'est le rôle et l'identité que vous jouez. Aujourd'hui, Jérémy, il est papa, il est CEO, il est mari, il est frère, etc. Donc l'idée, c'est dans mon entreprise, quel rôle je veux incarner, qu'est-ce que je dois arrêter en lien avec les croyances, capacités, comportements et environnement, qu'est-ce que je dois arrêter d'être que je suis dans le passé et qu'est-ce que je dois devenir pour créer cette nouvelle vision et cette nouvelle entreprise sur laquelle j'ai tant misé et j'ai mis tant d'ambition. Et l'idée, c'est de savoir justement où vous placez la barre. Puisque là-dessus, une fois de plus, il n'y a pas de standard. C'est vous qui allez le définir. C'est à vous de dire quel est le rôle que je veux incarner là-dedans. Et c'est pour ça que si vous n'avez pas fait ce travail
en amont, environnement, comportement, capacité, croyances, valeurs, pour arriver à votre rôle et votre identité, bah derrière, en fait, la spirale dynamique dont on parlait, soit vous restez en bas, soit vous êtes très très haut. Et là, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, à vous de mettre tous ces standards-là, puisque cette fameuse vision, mission à laquelle nous, on ne croit pas, tous les vendeurs de rêves qui disent oui, la grande vision, machin, en fait, tout ça se construit souvent par le bas. Et quand vous avez déjà passé ces étapes-là, là, il y a des trucs qui s'ouvrent à vous, en fait. Et c'est pour ça que c'est important de le travailler maintenant. Et plus vous allez être justement aligné avec tous ces niveaux logiques, plus derrière vos actions seront alignées avec votre entreprise. L'humain est égoïste. Et tous les gens qui ont dit qu'ils voulaient sauver le monde et qui faisaient ça pour sauver le monde, ils sont soit en prison, soit, heureusement pour eux, ils sont décédés avant que le scandale éclate. D'ailleurs, moi, je suis mal à jour. J'ai fait des vidéos récemment, je parlais de Mère Teresa, de l'abbé Pierre. Je me tienne un peu au courant parce que visiblement, on peut plus parler de personne, ils sont tous fous. Mais en dehors de ça, en fait, vraiment, vous regardez tous les top entrepreneurs, les top machins qui ont dit oui, mais moi, c'est pour sauver le monde. Ils sont tous en prison. Mais vous avez jamais quelqu'un de profondément égoïste parce qu'en fait, si on est égoïste, on se rend compte que le meilleur moyen de gagner plus, c'est de faire du positif. Et le meilleur moyen de le faire plus longtemps et de profiter plus longtemps de la vie, c'est de ne pas faire trop de dingueries. Et donc en fait, indirectement, en ne pensant qu'à moi, je pense à tous les autres. Parce que le monde est bien foutu là-dessus. C'est si je veux plus pour moi plus longtemps, je dois faire en sorte que personne n'essaie de me buter. Ni l'État, ni les humains. Bon, mince, j'ai créé une entreprise à impact positif sans faire exprès. Et tous les gens qui expliquent sur LinkedIn qu'ils ont une entreprise à impact, en général, ils mettent un petit emoji feuille avec... non. Jamais quoi. Et puis en plus de ça, vu qu'ils y arrivent pas, ils sont grincheux, donc ils sont agressifs, et donc ils desservent leur message de fond, etc. On peut pas faire du bien à partir d'une place d'énervement, de frustration, de colère. On fait des bêtises. J'ai commencé seul parce que je savais pas faire autrement. Ensuite, j'ai continué seul parce que les personnes qui j'étais entouré à l'époque m'ont dit que de toute façon, j'étais pas fait pour travailler avec des gens, que j'y arriverais jamais, que le management c'est pas pour moi, que de toute façon, je supporterais pas, que moi j'étais fait pour être un petit papillon, machin truc. Et à un moment, j'ai cru. Jusqu'au moment où on m'a dit non, c'est pas vrai. Et vu que je me suis toujours construit en opposition, c'est-à-dire tu me dis t'as pas le droit de faire ça, je le fais fois 1000. Du coup, j'ai tout de suite construit une équipe. Et effectivement, le management c'est vraiment pas ma zone de génie. En fait, je me suis entouré de gens qui me comprennent et qui me connaissent et qui supportent ce que je suis sans essayer de faire de moi quelqu'un d'autre. Et je serai jamais le manager de l'année. Et ceux qui bossent avec moi, ils le savent en fait. Ils sont ok avec ça. Mais non, je voulais pas d'équipe au tout début. J'ai commencé à vouloir construire au niveau de mon entreprise quand je me suis ancré et que j'ai construit au niveau de ma vie perso. Quand il y a eu mariage, bébé, etc., c'est là où l'entreprise elle s'est construite vraiment. Avant ça, humainement, j'étais un papillon, professionnellement aussi. Tu avais quand même stabilisé le lifestyle business Ouais, je faisais entre 100 et 250 k par an, solo. Ouais, je descendais jamais en dessous de 100 k et ça fluctuait autour de 150, 200, 250, tu vois, selon les années, les périodes, etc. Mais 2021, on a construit KP, on a fait 300, 350 la première année. Mais après, encore une fois, première année de KP, 350 et ensuite x2 chaque année depuis toujours. Ok, ça fait 15 ans que je fais du business sur Internet, j'ai un master en stratégie digitale, j'ai bossé pour des grands comptes, j'ai bossé en agence, etc. C'est facile de regarder la dernière entreprise de quelqu'un et de dire « Ah, ça allait trop vite pour lui ». Oui, la dernière. C'est comme si je m'entraîne pendant 30 ans au sprint en fufu dans une cave sans que personne me voit. Et un jour, je sors et je bats le record. Je fais « Oh, il bat le record de nulle part alors qu'il ne s'est jamais entraîné ». Bah non, en fait, juste vous l'avez pas vu. Et la plupart des gens qui ont des succès fulgurants, c'est parce qu'en fait, ils ont un passif que vous n'avez pas identifié encore. Et qui, des fois, n'est pas raconté, ça fait une plus belle histoire. Il n'y a personne qui sort de nulle part sans aucune expérience et qui réussit du premier coup, ça n'existe pas. La chance du débutant, on n'est pas dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Dans la vraie vie, Frodon, il se fait bouffer, quoi. Colman Publishing, c'est ma 4e boîte. J'ai eu un média dans la mode masculine qui était revendu. J'ai eu ensuite une première boîte dans le digital, une espèce d'agence. Ensuite, j'ai eu une association dans l'accompagnement avec mon ancien associé, qui s'est mal fini. Et ensuite, il y a eu KP. Et en fait, à la base, je viens du digital, du B2B. Et en fait, les clients corporate, grands comptes, je pouvais plus les saquer parce qu'ils m'énervaient. Donc je me suis dit, ok, j'avais travaillé avec des blogs et des médias en ligne et des infopreneurs. Et tiens, si je ramenais ces trucs des grands comptes et des agences vers des humains avec qui j'aime bien bosser. C'est comme ça que c'est créé. L'énergie du revanchard est très saine comme moteur. Faut pas la garder toute sa vie, sinon on se brûle de l'intérieur. Mais comme énergie de démarrage et d'accélération, elle est vachement bien. Moi, j'ai démarré KP parce que je voulais prouver à mon ancien associé que je pouvais faire mieux tout seul sans lui parce que c'était un connard. Voilà comment j'ai démarré. Et avant ça, le début de l'entrepreneuriat, c'était pour prouver à mon père que... Alors des années après, en fait, l'ancien associé, je pense plus à lui. Et puis mon père, en fait, je me suis rendu compte sur mon chemin qu'en fait, j'avais rien à lui prouver. Et puis en plus, je suis en train de devenir exactement comme lui. Bon. Mais c'était une très bonne énergie de démarrage. J'étais prêt à porter des sacs de sable sous la pluie s'il fallait, pour prouver que. Et après, moi, j'ai un truc, il y a une loi qui s'appelle la loi de Gabor, qui parle du progrès scientifique, qui dit globalement que tout progrès scientifique qui peut arriver finit par arriver, donc autant le faire. Moi, j'ai un espèce de truc pareil avec le business, c'est si je peux, autant le faire. Pourquoi pas? Jusqu'au moment où les sacrifices seront trop importants, et là, je le ferai pas. Comment tu fais pour partager ta vision à ton équipe? Sous quelle forme ça prend? Et je sais pas, quelle temporalité ça prend? Enfin, tu vois, dans le très concret. Au début de la boîte, c'est une fois par semaine, ensuite une fois toutes les 2 semaines, aujourd'hui c'est plutôt une fois par mois. Je fais une réunion Zoom et je déploie la vision. Avec toute l'équipe? Avec toute l'équipe, ouais. Toutes les 2 semaines?
Ouais, les mois. au début, c'est toutes les semaines. Alors, c'est pas toute la vision, mais Ouais. c'est cette année, on va faire ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Ce mois-ci, on va faire ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça. Le marché, il réagit comme ça, ben voilà ce qu'on en pense. Et repitcher la vision de la boîte à travers des événements externes très régulièrement. Ouais. Très régulièrement. Et team building, une fois par an minimum. Ok. Vu qu'on est des boîtes remote, Et- obligatoire, faut se rencontrer. Toi, la vision, tu la bosses seule ou tu la bosses avec d'autres de ton équipe ou tu bosses seul, tu partages? Comment tu fais? La vision, donc le truc complètement théorique, 30 ans, machin, truc, c'est moi tout seul dans mon coin. Une fois par an, je m'enferme 3 jours dans un hôtel et je dis ok, qu'est-ce que je veux accomplir. Derrière, on va déployer ça en théorie 12 mois que je vais pitcher à tous mes head-off et qui vont déployer ça en action dans leur pôle. Et là, d'ailleurs, fin décembre dernier, je me suis enfermé 3 jours à Paris dans un hôtel, j'ai bossé ça pendant 3 jours en regardant des trucs qui m'inspiraient, en lisant des bouquins, en réfléchissant, en posant sur papier, en griffonnant des trucs et tout. Et je suis revenu, j'ai dit ok, c'est ça qu'on fait cette année. Et donc en fait, Xerius m'a dit ok, bah dans ce cas-là, marketing pour le faire, moi j'ai besoin de ça. Baptiste m'a dit ok, donc on m'a dit faut qu'on fasse ça, comme ça, et ainsi de suite sur chaque pôle. Mais il faut transmettre ça très régulièrement à ton équipe pour l'infuser en permanence en fait. Parce que plus ton équipe est infusée par ta vision, plus leurs décisions sont prises en fonction de ça. Les gens ils ont besoin de sens. Surtout les métiers qui sont en bas de l'organigramme et qui ont des tâches très répétitives, tu vois, CSM, sales, setter. Ils font toujours la même chose. Hein. Alors ils aiment plus ou moins le faire, hein, il y a des gens qui adorent ce qu'ils font, mais ils font tous les jours la même chose. Ces gens-là, ils ont besoin de savoir qu'ils s'inscrivent dans quelque chose de plus grand, sinon ils perdent le sens au bout d'un moment, et donc ça devient les temps modernes avec Chaplin, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir, je sais que c'est pas bien, mais une side hustle, tu sais, quelque chose à côté, Non. pour justement, en fait, ce que tu fais là, finance ce plus gros projet Non, j'ai jamais eu de side hustle parce que je vois pas l'intérêt. Je fais un truc et je mets tout ce qui m'intéresse dedans. On peut pas être focus sur 2 choses à la fois, c'est pas possible. Si en plus t'es un homme, en plus on n'est pas câblé pour. Donc, Ouais, tu as raison, moi, et c'est pas génétique, c'est l'éducation. Juste pour rebondir là-dessus, je pense que en plus de ça, quand tu ne fais qu'une seule chose, tu as plus la niaque pour y arriver parce que tu as moins de portes de sortie et de sécurité en disant bah, en fait, si je réussis pas la scène, c'est pas grave parce qu'il y a la formation, tu vois. Ah non, en fait, si je réussis pas la scène, je réussis pas la scène et On peut pas être bon dans un truc sans être obsédé. Pour être obsédé, il faut y penser tout le temps. Pour y penser tout le temps, tu peux pas faire de tout. Quand j'écoute une musique, ça me fait penser à Capé. Quand je regarde un film, ça me donne une nouvelle idée. Quand je lis un livre qui n'a rien à voir, ça me donne une nouvelle idée. Je regarde Big Bang Theory, ils font une blague, ça me donne une idée. Toute ma vie n'alimente mon imaginaire que dans une seule direction. Et en fait, si vous voulez faire plusieurs trucs, il faut juste une plus grosse direction dans laquelle vous pouvez tout foutre. C'est une vision si grande que tous les autres peuvent s'imbriquer dedans. En fait, c'est pareil, si vous voulez emmener vos équipes avec vous, il faut que votre vision soit tellement grande qu'ils puissent caler la leur à l'intérieur. Il a créé des verticales KP Family, une verticale Brain and Bullshit, une verticale avec coach, Parole de coach, qu'il a relancé une de ses anciennes émissions dont je suis l'égérie. Tout tourne autour de ça. Et ça, c'est faisable, c'est réalisable, tu vois. Mais ça reste dans l'écosystème. Dans 8 Figures Personal Brand que vous avez dans le Mastermind, j'ai mis la flywheel que j'ai dessinée en 2021. Ou ce que je suis en train de faire actuellement, je l'avais dessinée en 2021. Et voilà comment ça va se dérouler l'écosystème. Et pour ça, je me suis inspiré de la flywheel Disney et de l'écosystème Marvel, l'écosystème Kardashian, etc. Et tout ce qu'il fait nourrit l'équipe, nourrit la projection en fait pour Rachid, pour moi, pour toute l'équipe qui peut être mise en lumière. Ça nourrit en fait toutes les personnes de l'équipe. Moi, l'idée de départ, c'était ok, j'ai une personal brand. Bah, par exemple, je vais mettre la lumière sur Mehmet. Mehmet va devenir une star. C'est bon pour Mehmet, mais c'est bon pour Capé aussi parce que les gens vont venir chez Capé parce qu'il y a des stars dans Capé. Donc c'est bon pour moi. Et donc en fait, Capé va donner de l'image à Mehmet, à moi à Capé. C'est tout un écosystème qui se nourrit. La flywheel Disney, quoi. C'est tout nourrit tout. Et créer des alignements, des égoïsmes respectifs. Je n'attends pas des gens de mon équipe qui pensent plus à moi qu'à eux. J'attends qu'ils pensent que à eux. Mais dans un environnement où quand ils pensent à eux, sans faire exprès, ils pensent un peu à moi aussi. Et dans l'autre sens, c'est de la même façon en fait. Si moi je veux plus, je suis obligé de créer un environnement où ils ont plus aussi. Et donc en fait, on peut tous penser qu'à notre gueule, mais on fait avancer le bateau tous ensemble. On a beau avoir des projections ou des idées ou des missions qui vont jamais disparaître d'ailleurs. En fait, moi, mon premier moteur, c'est ça, c'est la mission, c'est le truc d'apôtre, voilà. Et pourtant, tous les autres stades qui sont liés à la matière, on est obligé de les passer, que ce soit l'équipe, que ce soit le chiffre d'affaires, que ce soit la structuration, le management, peu importe en fait. Ça vient avec. Et à un moment donné, je pense qu'on va passer par une phase qui va nous dire, là c'est good pour moi. J'ai pas envie et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Là j'ai atteint une taille qui me convient et que ce soit vous tout seul avec Lifestyle Business tranquille, soit avec vous et 2 autres personnes, soit avec vous et une équipe qui grandit parce que effectivement il y a une vraie envie de construire quelque chose pour nous qui permet de construire quelque chose pour les autres et qui permet de construire quelque chose pour l'humanité, que c'est le cas pour moi. Mais ça aussi édulcoré et joli que ça sonne, ben en fait, dans les faits,
c'est quand même dur, c'est lié à la matière, c'est lié à des problèmes qu'on a, à des défis qu'on vit et auxquels on ne peut pas échapper. Et en les confrontant, parce qu'en fait, vous savez, théoriquement, on sait tout ce qui va nous arriver ou les embûches qu'on va avoir. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on ne peut pas les juger. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'à un moment donné, met une fin à notre vision, aussi grande et aussi belle qu'elle soit au début. On a dit, ah ouais, je vais faire tout ça. Et puis après, à un moment donné, où la réalité va venir vous cueillir là où vous êtes et dire, ah non, en fait, non, c'est pas juste pour moi. Et je pense que tout ça est OK. Mais on est obligé de l'expérimenter, en fait. Il y a une citation là-dessus que j'aime bien, c'est l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et en gros, si je vous dis quand vous allez passer sur tel chemin, il y a un caillou pointu, ça fait mal au pied, vous pouvez imaginer que ça va faire mal au pied, mais tant que vous n'avez pas mis vous-même le pied dessus, vous ne savez pas comment ni combien de temps. Et on peut apprendre de l'expérience des autres, sinon nos métiers n'existeraient pas, mais ce sera jamais tout à fait pareil que de faire l'expérience soi-même. Et c'est pour ça qu'un bon mentor est quelqu'un qui a exploité le chemin, parce qu'il sait ce que vous allez ressentir avant que vous le ressentiez. Ça ne veut pas dire qu'un coach doit avoir fait, ça ne veut pas dire qu'un thérapeute doit avoir fait, qu'un consultant doit avoir fait, etc. Mais dans le cadre du mentorat où je t'apprends à emprunter le chemin que j'ai emprunté, obligatoire d'y être passé, de préférence 12 fois. Ça me fait penser à un truc en course à pied, par le passé je courais beaucoup, il y a un principe sur une course, c'est le principe du lièvre. C'est-à-dire quelqu'un de plus avancé qui aide quelqu'un de moins avancé à atteindre son chrono. Parce que comme ça, c'est le plus avancé qui gère le chrono et la vitesse, et l'autre il a juste à le suivre. Si vous n'avez pas fait la course en question 1 à 3 fois, avec minimum 1 km/h de diff, de préférence 2 ou 3 que la personne que vous liévrez, vous ne pouvez pas l'aider. Parce que vous serez trop dans le dur pour l'aider. Il faut que vous soyez dans un niveau de facilité extrême pour pouvoir aider la personne qui, elle, va être en train d'essayer de battre son corps et donc à mettre au bout de sa vie. Pareil dans le business, en fait. Si vous êtes à 10 000, vous pouvez aider éventuellement quelqu'un à 0, mais pas quelqu'un à 5 000. Mais si vous voulez aider quelqu'un à 5 000, vous ne pouvez pas être à 500 000, vous ne pouvez plus l'aider. Vous n'êtes plus la bonne personne non plus. Parce qu'en fait, vous piétinez, vous allez vous casser les genoux en essayant. Ce qu'a dit Jérémy hier était très important au niveau des problématiques que vous rencontrez, les traiter au moment où elles arrivent une par une. L'idée, en fait, c'est que dans ce qu'il vient de vous expliquer, il y a une notion qui est fondamentale et c'est là-dessus que je bosse quasiment tous les jours avec vous tous. Restez dans le présent. L'anxiété du futur ne vous amènera à rien parce que le truc n'est pas encore arrivé. C'est pour ça qu'on vous dit traiter les problèmes un par un au moment où ils sont là. Et il n'y a que quand ils sont là que vous pouvez justement le voir, plutôt que d'être dans l'anxiété d'un truc qui n'est pas encore arrivé. C'est pour ça que si vous avez cette anxiété, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, travaillez sur les comportements que vous devez délaisser. Les comportements incluent les états émotionnels internes. Quel genre d'émotion je dois cultiver en moi pour arrêter d'être dans la panique d'un futur qui n'est pas arrivé et me concentrer sur le présent et les problèmes qui arrivent un par un au fur et à mesure que je les rencontre. Et oui, le caillou, il est pointu, mais tant que j'ai pas marché dessus, je sais pas ce que je dois faire en fait. Donc restez là, c'est là maintenant en fait. Cherchez pas le futur, cherchez pas le passé, c'est là. L'anxiété d'anticipation, ça sert à rien. C'est pas parce que vous êtes stressé que vous allez résoudre le problème plus vite ou mieux. Et encore moins quand vous êtes stressé d'un problème que vous pouvez pas encore régler. Mais bon, l'humain est comme ça en fait, on est câblé comme ça parce que pour survivre, il faut anticiper les problèmes. Donc votre cerveau, il est câblé pour identifier les problèmes et s'il n'en voit pas, il est câblé pour paniquer, pour en chercher. Donc après, de toute façon, le stress et l'anxiété, c'est le fonctionnement naturel du cerveau. C'est juste que nous, on a décidé que vu qu'on n'était plus dans la jungle, on allait aspirer à un peu de bonheur et donc on lutte contre notre programmation naturelle. Mais quand on est un humain préhistorique et qu'on se balade dans la jungle au milieu des tigres à dents de sabre, l'anxiété, c'est pas un problème à résoudre. C'est le sentiment naturel pour survivre. Et d'ailleurs, celui qui était pas un peu anxieux et parano, il bouffait le mauvais buisson et il crevait. Il faut juste pas oublier aussi d'où on vient, parce que le cerveau humain n'a pas tellement évolué. On a rajouté des couches par-dessus avec l'évolution, mais en fait, ce qui était là avant est toujours là. Et puis c'est un peu mal foutu pour le monde moderne en plus, c'est chiant. Non, parce qu'en fait, il y a un hater qui vous insulte sur internet, ça active combat-fuite, comme s'il y avait un tigre à dents de sabre, à peu près au même niveau. C'est chiant quoi. Parce qu'il n'y a rien à combattre ni à fuir, vous êtes resté dans votre ordi, la bonne réaction c'est bloquer, supprimer, fermer l'ordinateur et continuer sa vie. Le cerveau reptilien commence à s'activer, à faire des plans sur la comète parce que ça a déclenché de l'adrénaline et donc il se demande qu'est-ce que je fais. La bonne réponse, c'est rien. Ce n'est pas un danger, calme-toi. Mais on est câblé pour l'identifier comme tel. Mal foutu. Une grande vision dans laquelle s'inscrit tout le reste. La pâtisserie, que vous soyez amateur ou futur professionnel. En fait, tu communiques sur la grande idée et derrière, en fait, tu as une segmentation qui peut se faire en automatique via un funnel, tu vois, et qui segmente en deux. Tu vois. Moi, je parle de pâtisserie. Cliquez ici pour en savoir plus. Et il y a un petit truc qui dit est-ce que vous êtes un amateur qui veut juste apprendre à faire des gâteaux chez lui? Cliquez là et hop, petit produit. Est-ce que vous voulez en faire votre métier? Est-ce que c'est une vraie passion et que vous voulez vraiment en faire un vrai truc? Ok, c'est pour les professionnels, cliquez là. Et finalement, en fait, toi, tu parles de l'idée. Sur la com, c'est global. Okay. Ouais, ça reste global. Et tu te simplifies la vie en fait. Je prends toujours le même exemple dans ces cas-là.
cas-là, c'est l'exemple que j'ai donné à Nina qui a une double cible amateur et professionnelle, c'est de regarder ce que fait Brooke Castillo. Brooke Castillo, c'était une life coach qui faisait du life coaching à l'heure et puis ensuite des programmes pour les femmes notamment, perte de poids, arrêter l'alcool, améliorer ses relations, enfin très à l'américaine life coaching quoi. Puis à un moment, elle a commencé à faire un truc, elle a commencé à modéliser comment elle coachait les gens et enfin une formation professionnelle. Et en fait, elle parlait du coaching de manière générale avec un angle de le life coaching a changé ma vie. Si vous avez aujourd'hui des troubles, mon équipe peut vous aider à. Et si vous voulez en faire votre métier, vous pouvez aussi, on peut vous former à. Et elle a monté ça jusqu'à 50 millions. Et d'ailleurs, là récemment, elle a downsize son business. Elle a dit oh non, c'est bon, assez de pognon, plein le cul, ça m'intéresse plus. Alors en fait, je vais tout rediminuer au strict minimum pour que ça tourne tout seul. Ça fait quand même encore quelques millions. Hein. Puis moi, je vais aller me promener avec ma famille. Elle avait expliqué à tout le monde qu'elle allait faire 1 milliard. En fait, ouais, plus besoin en fait. Du coup, l'enjeu, c'est je communique sur mon message de fond qui s'adresse à tous, et dedans, je crée des chemins pour chacun. Moi, je parle de développer son activité. Pour ça, il faut trouver son idée, avoir ses premiers clients, créer son lifestyle business, scaler, recruter, former, etc. Mais moi, je parle de développer son activité pour être plus libre autour de sa passion. C'est un seul message dans lequel tout s'imbrique. Et derrière, c'est mes funnels et mes équipes qui vont segmenter. Donc, tu peux parler que du sujet qui t'anime, du sujet de fond. Pourquoi est-ce que tu aimes ça? Et pourquoi c'est important? Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Et qu'est-ce que ça peut apporter à l'amateur comme au professionnel? Et derrière, tu vas sur la page de garde de jeremycoleman.com, il y a écrit est-ce que vous êtes niveau 0, est-ce que vous êtes niveau 1, cliquez là, cliquez là. Et ça fait rentrer dans 2 funnels différents. Moi, je m'adresse que à des professionnels, mais je m'adresse à des professionnels niveau 0 et des professionnels avancés. Je m'adresse à des créateurs en lancement d'entreprise et à des entreprises établies. Est-ce que tu te mets pas une balle dans le pied si tu crées un programme tout automatisé? Les gens, ils viennent te voir, après, ils vont associer ça à se dire bon, bah, c'est pas. Une fois qu'ils consomment, ils disent bon, bah, c'est pas. Non, mais les gens avancés ne peuvent pas acheter le truc débutant. Chez nous, en fait, tu peux pas rentrer acheter ce que tu veux. De toute façon, faut parler à un humain. Donc, et en fait, quelqu'un qui veut faire de la pâtisserie son métier et qui veut devenir professionnel, passer son CAP, etc., il achète pas une recette de gâteau à 9 € sur Internet. Hein. Enfin, logiquement, il a un minimum de niveau de conscience pour savoir que c'est pas ça qu'il lui faut, quoi. Nous, quelqu'un qui arrive et qui dit je suis trop avancé, on lui répond ça tombe bien, du coup tu vas avoir fini le programme bronze en 1 semaine. Et c'est les coachs qui décident quand tu passes au-dessus. Et donc dans le pitch, dans le pitch, tu le dis, tu dis, t'as des niveaux à passer. Nous, on veut que tu revalides tout. Mais vu que tu es super avancé, c'est une super nouvelle. En 3 jours, c'est réglé. C'est jamais le cas. Hein. De toute façon, quelqu'un qui arrive chez moi en disant je suis trop avancé, je sais déjà que c'est faux. Hein. Parce qu'en fait, quelqu'un de vraiment avancé, il a l'humilité de dire ça me dérange. Non, c'est quelqu'un de vraiment avancé, il a l'humilité de dire ça me gêne pas de rechecker les basiques et de refaire une validation des acquis, tu vois. Parce qu'il sait que ça ira vite. Et quelqu'un qui fait ah non, moi je suis trop avancé pour ça. On sait déjà que c'est quelqu'un qui a un ego professionnel, qui pense être avancé. Vous faites 100 000, vous n'avez pas 2 V, VSL, vous êtes niveau 1, je m'en fous. Votre V, elle est lancée, vos ads, elles sont lancées, votre funnel, il tourne, vous avez commencé à faire des ventes, mais vous faites 8 000 par mois, vous pourriez être niveau 3, j'ai aucun problème avec ça. Chez moi, c'est niveau 1, vous faites ce putain de V, niveau 2, les ads sont lancés, ça commence à générer des trucs, etc. Niveau 3, on scale. Combien vous faites de CA, combien vous êtes avancé, combien de programmes vous avez fait avant, je m'en fiche. Vous avez un webinaire, je m'en fiche. Vous faites des 5-day challenge, je m'en fiche. Vous remplissez une salle avec 5000 personnes, je m'en fiche. Si vous n'avez pas de V, vous êtes niveau 1. Parce que sinon, vous allez débarquer dans mon niveau 3 et vous allez me demander à moi, oui, mais de mon triple diamant, mon EV. Je fais, j'en sais rien, demande à Xerius. C'est pas moi qui traite ça. Et moi, j'ai toujours ce truc qui m'a vraiment profondément marqué. Sam Ovens, qui lance un programme pour des gens qui veulent se lancer avec YouTube plus YouTube Ads, et un programme Evergreen. Type Mastermind. C'était WeTube, ça s'appelait, il l'a cut à la fin, mais bon, ouais. Et moi je regarde un replay de ça, ils sont 40 en salle, les business vont de 100K par an à 10 millions, je crois. Et tout le monde est relativement discipliné, etc. Et là, il y a une nana qui arrive, très identifiable facilement, grand chapeau, des plumes partout, etc. Enfin, ok, toi, t'en as compris de quelle mouvance du business tu étais. Et qui dit, oui, mais moi, ma mentor, Mélanie Ann Lawyer, elle a dit que... Mélanie Ann Lawyer, c'est business énergétique, donc c'est très très loin de Sam Ovens, qui est un ingénieur autiste. Hein. On est vraiment 2 mondes séparés. Hein. Et il l'écoute, et elle râle, elle explique, elle n'est pas d'accord, machin, etc. Et Sam Ovens répond avec un calme et olympien. Yes, but we don't do this at WeTube. Oui, mais nous, on fait pas ça à WeTube. Et on s'est fait, oui, mais yes, but we don't do this at WeTube. Et genre vraiment, il s'en fout, quoi. C'est oui, j'ai compris que toi, t'étais différente, hein, mais nous pas. Donc chez nous, tu fais ça. Sinon, il fallait pas venir. Et les gens trop avancés, je les fais rentrer dans le cadre. Et s'ils veulent pas rentrer dans le cadre, c'est qu'ils sont pas si avancés que ça. Tu peux faire 10 millions par an avec un webinaire et n'avoir pas la moindre idée de comment on fait une VSL. Et donc en VSL, pas en business, en VSL, tu es débutant. Et donc il faut que tu reprennes le début. Si je suis un champion olympique de golf, ça veut pas dire que demain, si je me mets au basket, je vais jouer avec Michael Jordan. Ça paraît logique à tout le monde, ça. Bon, en business, c'est la même chose. Il y a des méthodes marketing, des typologies de business, des typologies de produits. Si vous êtes avancé dans un truc, ne veut pas dire que vous êtes avancé dans l'autre. Mais si vous êtes avancé en business
business de manière générale, ça veut dire que vous allez aller vite. Il n'y a pas de problème. C'est pas grave d'être avec des débutants pendant une semaine, quoi. Ça va pas tuer qui que ce soit. S'il faut reprendre les bases, c'est bien, ça fait du bien. Et quelqu'un d'avancé avec un peu d'humilité est ravi de reprendre les bases 5 minutes. On baisse son prix si on veut vendre en webinaire sans closer. Ouais. Là, il faut être à 1005, quoi. Ouais. 1000, 1005. Parce que les gens, ils peuvent dégainer en achat impulsif 1000, 1005, 3000 certainement pas. Si tu as un sales call, non, en fait, reste à 3000 et en fait, l'autre, tu le passes de 5 à 7 ou 8. Puis ça, on est sur du B2B. Hein. Ouais, bah, c'est pour les copies qui veulent. De toute façon, en fait, si vous êtes en B2B, la réponse est toujours la même, augmentez votre prix. Hein. En B2B, ça passera toujours si derrière vous êtes capable de surdélivrer. B2C, il faut réfléchir différemment. B2B, pour moi, c'est on s'adresse à des professionnels et on leur fait gagner de l'argent, économiser de l'argent, gagner en liberté, vraiment des trucs très liés make money, quoi. Reconversion, c'est make money quand même. Parce que c'est quitte ton job pour avoir un autre job. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent passer le CAP pâtissier par défi personnel, qui en feront jamais leur job ou qui vont se dire bah tiens, je vais vendre des gâteaux depuis ma cuisine. Ouais, mais t'as pas besoin de justifier ton prix pour de la passion. En fait, c'est une passion, c'est dévorant, ils mettent l'argent qu'ils mettent, on s'en fout. C'est un achat, même si c'est un achat passion, c'est un achat rationnel parce que si tu veux, tu peux en faire un métier. Si tu veux, tu peux en faire un side business. Et moi, j'ai une pote qui, en plus d'être mariée, d'avoir un enfant, d'avoir un job d'architecte d'intérieur, d'avoir un salon d'esthétique, de lancer une formation, s'est dit, ah tiens, si j'apprenais à faire des gâteaux et si je commençais à en faire tous les week-ends, et qui se retrouve, fait, il y a trop de gâteaux chez moi, mon mari, il peut plus d'en bouffer, du coup, je vais commencer à la revendre, quoi. Et donc, en fait, même si ça met 5 ans, ta formation, elle sera rentabilisée, tu vois. T'es dans du make money, quand même. Okay, en fait, tu apprends une compétence qui peut générer de l'argent si tu as envie. Mes anciens métiers. Moi, je pouvais dire, bah écoute, toi, tu as une compétence de coaching, moi, j'ai un master en stratégie digitale. Et j'ai travaillé, et mon dernier client corpo, c'était Sony, qui prouve qu'a priori, je connais 2-3 trucs. Je cherche de la preuve là où il y en a, en fait. Hein. Ça peut être avec quelque chose que tu as produit, ça peut être avec une expérience passée, ça peut être... Et si vraiment tu n'as rien de tout ça, tu prends 3-5 personnes gratuitement, tu leur fais faire des témoignages, et le problème est réglé, tu vois. Le gratuit est toujours la dernière solution que j'envisage, moi. Hein. Et si vraiment il n'y a pas le choix pour constituer de la preuve, il n'y a que 2 positionnements pris sur un marché, être le moins cher ou être le plus cher. Ce qui est au milieu, ça crève. Ouais. C'est terriblement triste, ça se vérifie dans tous les secteurs qui ont plus d'ancienneté que le nôtre. Regarde le secteur du vêtement, ok, il reste Chine, Zara ils sont en train de se débattre et Hermès n'est pas en danger. Alors le luxe actuellement se porte pas hyper bien, mais c'est pas parce que c'est pas un problème de prix, c'est un problème que les gens ils mettent leur argent autre part. De toute façon, tout marché tend vers l'industrialisation mass market d'un côté et l'exception de l'autre côté. Tu te positionnes comme l'exception, tu n'as plus à justifier ton prix. Qu'est-ce qui justifie qu'un pull Hermès vaut je sais pas, 1500 € par rapport à un autre pull de qualité qui en vaut 300? Bah rien. Et ils ont pas besoin de se justifier, en fait, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Si tu vends une expérience d'exception, tu n'as pas à te justifier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hôtels 5 étoiles à 10 000 € la nuit et qu'il y a des hôtels 5 étoiles à 1000 € la nuit? Hein, ils ont décidé qu'ils étaient meilleurs. T'es pas obligé de justifier ton prix. Et t'es pas obligé de t'aligner avec le reste du marché. Par contre, il faut effectivement que l'expérience, enfin que tous, faut que les gens ils aient l'impression ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Faut que tu te délivres une expérience alignée avec ton prix. C'est ça, ok. Il y a beaucoup de marques d'artisanat qui ont le niveau de précision d'un Hermès. Oui. Ouais, et pourtant, elles meurent, ces marques. Donc c'est pas l'expérience le problème, c'est le positionnement. Hermès, ils ont toujours été chers. L'œuf ou la poule, comment ça commence du coup? Tu vois, c'est Hermès, ils ont pas commencé à 5 €, ils ont monté leur prix progressivement. Ils ont dès le départ décidé qu'ils seraient une marque d'exception. Alors ils ont toute une histoire, ils ont commencé par certains produits dans une certaine industrie extrêmement nichée. Oh, on commence par la niche, tiens, comme Hermès. Et on commence par faire des selles de cheval ou alors des malles Louis Vuitton. Un jour, on fera des ceintures monogrammées dégueulasses. On part d'une niche dans laquelle on a une expertise, un positionnement, mais une micro-niche où on décide qu'on est les meilleurs des meilleurs dedans, ce qui justifie des prix élevés. Et si je suis très bon là, je peux être très bon ici, et donc je peux être très bon là. Et c'est comme ça que j'étends ma gamme, mais où je suis parti d'un prix élevé dès le départ. The better in the world at closing. Le meilleur du monde en closing. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais comment ça? Et il a répondu, mais parce que c'est écrit sur mon site. Mais qu'est-ce qui me dit que vous êtes le meilleur? C'est écrit sur mon site. Il y a un mécanisme économique qui s'appelle l'élasticité du prix. L'élasticité du prix, c'est comment réagit la demande en fonction de mon prix. Et là-dedans, il y a un truc très merveilleux qui est surtout dans les biens de luxe, qui s'appelle l'effet Veblen sur l'élasticité du prix. Et l'effet Veblen, c'est l'observation de si j'augmente le prix d'un produit de luxe, la demande augmente proportionnellement. Si je x2 le prix de la Rolex, tout le monde en veut. Personne ne veut d'un Bitcoin à 50 000, mais quand il est à 100 000, tout le monde se rue dessus. Voilà, c'est l'effet Veblen, ça. Et si vous êtes positionné comme un service d'exception, c'est la même chose.